On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Ah, Luc La Liberté. Bonjour, Luc. J'imagine que tu as eu une soirée mouvementée après ta chronique d'hier. Alors, on va commencer par un sujet qui n'est pas nécessairement directement relié à Trump, du moins pas pour l'instant, alors qu'il n'est pas encore pas pour l'instant, pas pour l'instant. Président, mais c'est possible que ce soit son problème éventuellement, parce que tu veux nous parler d'un rapprochement qu'il y a de plus en plus entre la Russie et la Corée du Nord. Est-ce que W. Bush était un grand génie et un visionnaire qui nous disait que l'axe du mal était en train de tranquillement se former puis qui se concrétise aujourd'hui? Écoute, on s'apprête à avoir toute une salve d'autres commentaires si on échappait cette phrase que George W. Bush a été un génie et un visionnaire. Par contre, à la décharge de George W. Bush, donc, il avait une vision de la politique étrangère qu'on a été en accord ou contre. Il y en a plusieurs qui disaient c'est un vote en guerre, c'est quelqu'un qui voulait provoquer des conflits, qui voulait absolument entrer en Irak. Mais je me souviens très bien qu'avant le 11 septembre 2001, ça ne s'invente pas, George W. Bush avait... Écoute, j'étais en train de donner un cours là-dessus quand on a attaqué les tours jumelles. Donc, comme synchronisme, c'était George W. Bush, voici ce qu'il définit comme étant l'axe du mal. Et c'est intéressant de voir des années plus tard sur la scène internationale, quand on regarde les enjeux américains ou les enjeux des pays, disons, rivaux, à défaut de dire ennemis des Américains, de voir qu'il y a encore des atomes crochus entre certaines puissances, entre certains rivaux, et ils ont en commun essentiellement le rejet des valeurs occidentales. Ce ne sont pas que des valeurs américaines, ce sont des valeurs occidentales. Et les images qu'on a vues aujourd'hui, puis en même temps les articles qui se multiplient autour de ça, c'est bien parfois qu'on s'éloigne de la campagne électorale parce que le monde continue de tourner pendant ce temps-là, peu importe ce qu'on pense de Trump ou Harris. Donc, il y a des gens qui continuent à déplacer leurs pions sur l'échiquier. Et là, ce qu'on avait, c'est Kim Jong-un et Vladimir Poutine qui se rencontrent. Et Vladimir Poutine et Kim Jong-un développent de plus en plus des liens économiques. Entre autres, cette fois-ci, ce qu'on apprenait, c'est non seulement on va fournir des armes ou des munitions à la Russie, et là on pense au conflit ukrainien, c'est une très mauvaise nouvelle pour Volodymyr Zelensky, mais en plus, il y a un partenariat économique qui se développe entre les deux. Et dans les deux cas, on est gagnant et on voit plus grand. Il y a d'autres joueurs. Les Russes gagnent, bien entendu, plus de munitions et des gens sur le terrain. Il y a des Nord-Coréens qui sont maintenant en Russie et qu'on pense déployer dans le conflit, dans littéralement l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc, du côté des Russes, on va chercher plus de munitions, on va chercher plus d'hommes. Du côté de la Corée du Nord, c'est ce que Kim Jong-un souhaitait obtenir d'ailleurs de Donald Trump, c'est plus de visibilité, plus de légitimité. Les rapports entre la Corée du Nord et la Russie, ça n'a pas toujours été au beau fixe, mais là, on a en commun donc de s'opposer aux Occidentaux et de s'opposer aux Américains. Et ce que les Russes permettent à Kim Jong-un d'obtenir, et donc à la Corée du Nord d'obtenir, c'est d'aller chercher une façon de contourner les sanctions américaines. Les Américains, avant Donald Trump, jouaient essentiellement le bâton et la carotte par rapport à la Corée du Nord, puis par rapport aux liens de la Corée du Nord avec la Corée du Sud. Ce qu'on faisait, c'est tenez-vous tranquille, puis il y a moins de sanctions. Vous décidez de bouger, vous multipliez les excès, on va accentuer les coupures, si on veut, ou les sanctions. Donc, il y a ce jeu gagnant-gagnant entre la Russie et la Corée du Nord. Et il y a aussi la Chine dans tout ce portrait-là. Voilà. Parce qu'évidemment, on sait que la Chine et la Corée du Nord, il y a non seulement des rapprochements, mais des liens très solides. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un triangle qui est en train de se former et qui est une force qui va devenir vraiment très importante là, dans ce coin-là? Et je te résume ça dans mes mots parce qu'on a souvent demandé à Xi Jinping ou à ses prédécesseurs d'intervenir par rapport à la Corée du Nord, du genre, ils sont un peu hors de contrôle, mais c'est à vous qui parle le plus, vous les laissez aller. Puis grosso modo, dans le langage, on est un petit peu plus vulgaire ou commun, c'est tout ce qui enquiquine les Américains, tout ce qui enquiquine la Corée du Sud. Pour la Chine, c'était gagnant. C'est comme, oui, on va intervenir, on les surveille. Mais ce qui vient apporter de la confusion chez vous, ce qui vient vous déranger, ça ne peut que nous avantager. Donc, bien sûr, si on est Biden ou Trump, la principale préoccupation qu'on devrait avoir et qu'on a normalement en politique étrangère, c'est ce qui se passe dans la zone Asie-Pacifique. Alors, bien sûr que ce qui se passe entre la Corée du Nord et la Russie, ça ne va pas que vers l'Ouest et vers l'Ukraine. Ça va vers la Chine. Et il y a un autre joueur qui faisait partie de l'axe du mal à l'époque. On a commencé comme ça, avec George W. Bush. Il y a un autre joueur qui s'ajoute à ça, qui est l'Iran. C'est pas des pays, spontanément, il y a plusieurs années qu'on aurait associés ensemble. Iran, Chine, Russie, Corée du Nord.
Et maintenant, il y a un lien qu'on peut faire. Et on n'est pas dans les ragots ou dans les suppositions. Ce lien-là est de plus en plus clair et il vient orienter ce lien-là d'autres conflits sur la planète. Donc, on a référé à l'Ukraine. Les Américains, jusqu'à preuve du contraire, appuient, puis ils disent appuyer à fond le régime de Volodymyr Zelensky. Et de l'autre côté, ben, les Américains, pour le meilleur et pour le pire. Malheureusement, ces jours-ci, on voit rarement le meilleur, plus le pire, mais ils appuient aussi Israël. Donc, et c'est là où on rejoint tout ce beau monde. D'un côté, on a l'Iran. De l'autre côté, on va chercher la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Et cette coalition-là, est-ce qu'ils ont une préférence, selon toi, entre Trump et Harris pour l'élection qui s'en vient? Ah, écoute, c'est assez clair. C'est même pas, il s'agit encore là de cumuler les faits puis les exemples. La Russie a obtenu un rendement sur son investissement en 2016 qui était inespéré. La stratégie de Vladimir Poutine, puis ces fameux pirates informatiques russes dont on parle maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, c'est de déstabiliser les États-Unis. C'était ça. On pensait jamais obtenir en plus quelqu'un comme Donald Trump qui ferait entrer des Russes à la Maison-Blanche et qui irait en conférence de presse contredire les informations de la CIA pour valider devant tout le monde, à la face du monde, celle de Vladimir Poutine. Donc, pour les intérêts américains, pour les intérêts russes, pardon, plus les États-Unis sont déstabilisés, plus ils sont affaiblis et divisés, meilleur c'est. Qu'on soit pour Trump ou pour Harris, la polarisation américaine actuellement, votez pour qui vous voudrez, ça fait l'affaire de Vladimir Poutine. Moins ce pays-là est uni, plus ça fait l'affaire des intérêts russes qui n'ont pas la force de rivaliser seuls avec les États-Unis, mais qui vont toujours, chaque fois que les Américains s'absentent, combler le vide, prendre la place que les Américains abandonnent, parfois à leur détriment. Je vais te laisser une petite minute pour terminer. Où est-ce qu'on en est dans les campagnes respectives entre Trump et Harris? Je parlais avec Joseph Facal tantôt qui disait si j'étais américain et je votais démocrate, je serais vraiment inquiet là, par rapport à mon vote. Alors, tu vois la même chose? Voilà, écoute, très, très rapidement, je vois mal qui peut prédire le résultat de l'élection au moment où on se parle si on se fie aux chiffres. On y va y aller avec Nate Silver qui prévoit souvent, qui s'amuse à jouer avec les chiffres. S'il y a parmi nous des amateurs de chiffres et de politique américaine, ils connaissent Nate Silver. Il en est rendu à dire mon gut feeling. Ce que je ressens. Au feeling, je pense que Trump va l'emporter, mais on a une égalité statistique quasi parfaite. Ce que je peux te dire aujourd'hui, puis écoute, on a jusqu'au 5 novembre pour découvrir ça, ça va se jouer sur la mobilisation. Il y a un léger penchant vers Donald Trump. L'ensemble des chiffres semble confirmer ça. Maintenant, combien de nos partisans vont sortir? Lesquels vont sortir? Est-ce que c'est ceux qui sont plus enthousiastes? Je pense, et je te laisse là-dessus, il y a une erreur qu'a fait Kamala Harris récemment. Elle a abandonné le ton positif qu'elle avait en début de campagne. Quand il y a eu un petit effet Harris, il n'y a jamais eu de Kamala Mania, mais quand on a eu un petit effet Harris, elle était très positive, puis elle vendait un message. Ça va aller bien. Et vous avez le visage noir là, ou la vision apocalyptique, ça va aller bien. Depuis qu'elle a commencé à attaquer Donald Trump constamment à chaque jour, ça correspond au moment où elle a baissé dans les sondages. Il n'y a peut-être pas de hasard là-dedans, Guy. En un mot, en Pennsylvanie, qui est-ce qui est favori en ce moment? On est à égalité. Un point d'avance pour Kamala Harris, mais écoute, c'est nettement à l'intérieur de la marge d'erreur des sondages. Donc encore là, qui va aller voter? Ça va venir des banlieues, le vote. C'est les femmes qui vont aller voter. Est-ce que les jeunes qui sont nouvellement inscrits sur la liste électorale vont voter Harris? On sait que toutes les zones rurales et certaines zones urbaines vont voter pour Donald Trump. Donc, lui a des acquis. C'est Harris qui peut peut-être encore aller chercher des votes, mais Donald Trump est déjà très fort. Merci beaucoup, Luc. On se reparle demain. Une bonne soirée, Guy. Salut.